Sigmund Freud, 5 leçons sur la psychanalyse. Deuxième leçon. Mesdames et messieurs, à peu près à l'époque où Breuer appliquait sa talking cure, Charcot poursuivait à la Salpêtrière ses recherches sur l'hystérie, qui devaient aboutir à une nouvelle conception de cette névrose. La conclusion à laquelle il parvenait n'était alors pas connue à Vienne. Mais lorsque, 10 ans plus tard, nous publiâmes, Breuer et moi, notre communication préliminaire sur le mécanisme psychique des phénomènes hystériques, inspirée par les résultats du traitement cathartique de la première malade de Breuer, nous étions en plein sous l'influence des travaux de Charcot. Nous fîmes alors de nos traumatismes psychiques les équivalents des traumatismes psychiques dont Charcot avait établi le rôle dans le déterminisme des paralysies hystériques. Et l'hypothèse des états hypnoïdes de Breuer n'est qu'un écho des expériences du professeur français relatives à la production, sous hypnose, de paralysie en tout point semblable aux paralysies traumatiques. L'illustre clinicien dont je fus l'élève en 1885 était peu enclin aux conceptions psychologiques. Ce fut son disciple, Pierre Janet, qui tenta d'analyser de près les processus psychiques de l'hystérie. Et nous suivîmes son exemple en faisant du dédoublement mental et de la dissociation de la personnalité le pivot de notre théorie. La théorie de Janet repose sur les doctrines admises en France relatives au rôle de l'hérédité et de la dégénérescence dans l'origine des maladies. D'après cet auteur, l'hystérie est une forme d'altération dégénérative du système nerveux, qui se manifeste par une faiblesse congénitale de la synthèse psychique. Voici ce qu'il entend par là. Les hystériques seraient incapables de maintenir en une seule unité les multiples phénomènes psychiques, et il en résulterait la tendance à la dissociation mentale. Si vous me permettez une comparaison un peu banale mais claire, l'hystérique de Janet fait penser à une femme qui est sortie pour faire des emplettes et revient chargée de boîtes et de paquets. Mais ses 2 bras et ses 10 doigts ne lui suffisent pas pour embrasser convenablement tout son bagage. Et voilà un paquet qui glisse à terre. Elle se baisse pour le ramasser, mais c'est un autre qui dégringole, et ainsi de suite. Cependant, il est des faits qui ne cadrent pas très bien avec cette théorie de la faiblesse mentale. Ainsi, on constate que chez les hystériques, certaines capacités diminuent, d'autres augmentent, comme s'ils voulaient compenser d'un côté ce qui est réduit de l'autre. Par exemple, à l'époque où la malade de Breuer avait oublié sa langue maternelle ainsi que toutes les autres, sauf l'anglais, elle parlait celle-ci avec une telle perfection qu'elle était capable, quand on lui mettait dans les mains un livre allemand, de faire à livre ouvert une traduction excellente. Lorsque plus tard j'entrepris de continuer seul les recherches commencées par Breuer, je me formai bientôt une opinion différente sur l'origine de la dissociation hystérique, clivage de la conscience. Une telle divergence devait se produire, puisque je n'étais pas partie, comme Janet, d'expériences de laboratoire, mais de nécessité thérapeutique. Ce qui m'importait avant tout, c'était la pratique. Le traitement cathartique appliqué par Breuer exigeait qu'on plongeât le malade dans une hypnose profonde, puisque seul l'état hypnotique lui permettait de se rappeler les événements pathogènes qui lui échappaient à l'état normal. Or, je n'aimais pas l'hypnose. C'est un procédé incertain et qui a quelque chose de mystique. Mais lorsque j'eus constaté que, malgré tous mes efforts, je ne pouvais mettre en état d'hypnose qu'une petite partie de mes malades, je décidai d'abandonner ce procédé et de rendre le traitement cathartique indépendant de lui. Puisque je ne pouvais modifier à mon gré l'état psychique de mes patients, j'essayais donc d'opérer en laissant les malades dans leur état normal. Cela semblait, au premier abord, une entreprise insensée et sans chance de succès. Il s'agissait d'apprendre du malade quelque chose qu'on ne savait pas et que lui-même ignorait. Comment pouvait-on espérer y parvenir ? Je me souvins alors d'une expérience étrange et instructive que j'avais vue chez Bernem à Nancy. Bernem nous avait montré que les sujets qu'il avait mis en somnambulisme hypnotique et auxquels il avait fait accomplir divers actes n'avaient perdu qu'apparemment le souvenir de ce qu'ils avaient vu et vécu sous l'hypnose, et qu'il était possible de réveiller en eux ces souvenirs à l'état normal. S'il les interrogeait une fois réveillés sur ce qui s'était passé, ces sujets prétendaient d'abord ne rien savoir. Mais s'ils ne cédaient pas, s'il les pressait, s'il leur assurait qu'ils le pouvaient, alors les souvenirs oubliés reparaissaient sans manquer. J'agis de même avec mes malades. Lorsqu'ils prétendaient ne plus rien savoir, je leur affirmais qu'ils savaient, qu'ils n'avaient qu'à parler, et j'osais même affirmer que le souvenir qui leur reviendrait au moment où je mettrais la main sur leur front serait le bon. De cette manière, je réussis, sans employer l'hypnose, à apprendre des malades tout ce qui était nécessaire pour établir le rapport entre les scènes pathogènes oubliées et les symptômes qui en étaient les résidus.
Mais c'était un procédé pénible et épuisant à la longue, qui ne pouvait s'imposer comme une technique définitive. Je ne l'abandonnais pourtant pas sans en avoir tiré les conclusions définitives. La preuve était faite que les souvenirs oubliés ne sont pas perdus, qu'ils restent en la possession du malade, prêt à surgir, associé à ce qu'il sait encore. Mais il existe une force qui les empêche de devenir conscients et les oblige à rester inconscients. L'existence de cette force peut être considérée comme certaine, car on sent un effort quand on essaye de ramener à la conscience les souvenirs inconscients. Cette force qui maintient l'état morbide, on l'éprouve comme une résistance opposée par le malade. C'est sur cette idée de résistance que j'ai fondé ma conception des processus psychiques dans l'hystérie. La suppression de cette résistance s'est montrée indispensable au rétablissement du malade. D'après le mécanisme de la guérison, on peut déjà se faire une idée très précise de la marche de la maladie. Les mêmes forces qui, aujourd'hui, s'opposent comme résistance à la réintégration de l'oublié dans le conscient sont assurément celles qui ont, au moment du traumatisme, provoqué cet oubli et qui ont refoulé dans l'inconscient les incidents pathogènes. J'ai appelé refoulement ce processus supposé par moi et je l'ai considéré comme prouvé par l'existence indéniable de la résistance. Mais on pouvait encore se demander ce qu'étaient ces forces et quelles étaient les conditions de ce refoulement où nous voyons aujourd'hui le mécanisme pathogène de l'hystérie. Ce que le traitement cathartique nous avait appris nous permet comparativement de répondre à cette question. Dans tous les cas observés, on constate qu'un souhait violent a été ressenti, qui s'est trouvé en complète opposition avec les autres souhaits de l'individu, inconciliable avec les aspirations éthiques et esthétiques de sa personne. Un bref conflit s'est ensuivi. À l'issue de ce combat intérieur, la représentation inconciliable du souhait est devenue l'objet du refoulement. Elle a été chassée hors de la conscience et oubliée. Puisque la représentation en question est inconciliable avec le moi du malade, le refoulement se produit sous forme d'exigence morale ou autre de la part de l'individu. L'acceptation du souhait inconciliable ou la prolongation du conflit aurait provoqué un déplaisir intense. Le refoulement épargne ce déplaisir, il apparaît ainsi comme un moyen de protéger la personne psychique. Je me limiterai à l'exposer d'un seul cas, dans lequel les conditions et l'utilité du refoulement sont clairement révélées. Néanmoins, je dois encore écourter ce cas et laisser de côté d'importantes hypothèses. Une jeune fille avait récemment perdu un père tendrement aimé après avoir aidé à le soigner. Situation analogue à celle de la malade de Breuer. Sa sœur aînée s'étant mariée, elle se prit d'une vive affection pour son beau-frère. Affection qui passa, du reste, pour une simple intimité, comme on en retrouve dans les membres d'une même famille. Mais bientôt, cette sœur tomba malade et mourut pendant une absence de notre jeune fille et de sa mère. Celles-ci furent rappelées en hâte, sans être entièrement instruites du douloureux événement. Lorsque la jeune fille arriva au chevet de sa sœur morte, en elle émergea pour une seconde une idée qui pouvait s'exprimer à peu près ainsi. Maintenant il est libre et il peut m'épouser. Il est certain que cette idée qui trahissait à la conscience de la jeune fille l'amour intense qu'elle éprouvait sans le savoir pour son beau-frère, la révolta et fut immédiatement refoulée. La jeune fille tomba malade à son tour, présenta de graves symptômes hystériques, et lorsque je la pris en traitement, il apparut qu'elle avait radicalement oublié cette scène devant le lit mortuaire de sa sœur et le mouvement de haine et d'égoïsme qui s'était emparé d'elle. Elle s'en souvint au cours du traitement, reproduisit cet incident avec les signes de la plus violente émotion, et le traitement la guérit. J'illustrerai le processus du refoulement et sa relation nécessaire avec la résistance par une comparaison grossière, que je vais justement tirer de notre situation précédente. Supposez que dans cette salle de conférence, dans mon auditoire calme et attentif, il se trouve pourtant un individu qui se conduise de façon à me déranger, et qui me trouble par des rires inconvenants, par son bavardage ou en tapant des pieds. Je déclarerai que je ne peux continuer à professer ainsi. Sur ce, quelques auditeurs vigoureux se lèveront, et après une brève lutte, mettront le personnage à la porte. Il sera refoulé, et je pourrai continuer ma conférence. Mais pour que le trouble ne se reproduise plus, au cas où l'expulsé essaierait de rentrer dans la salle, les personnes qui sont venues à mon aide iront adosser leurs chaises à la porte et former ainsi comme une résistance une fois le refoulement effectué. Si maintenant l'on transporte sur le plan psychique les événements de notre exemple, si l'on fait de la salle de conférence le conscient et du vestibule l'inconscient, voilà une assez bonne image du refoulement. C'est en cela que notre conception diffère de celle de Janet. Pour nous,
Le clivage psychique ne vient pas d'une inaptitude innée de l'appareil mental à la synthèse. Nous l'expliquons dynamiquement par le conflit de deux forces psychiques. Nous voyons en elle le résultat d'une révolte active des deux constellations psychiques, le conscient et l'inconscient, l'une contre l'autre. Cette conception nouvelle soulève beaucoup de nouveaux problèmes. Ainsi, le conflit psychique est certes très fréquent, et le moi cherche à se défendre contre les souvenirs pénibles, sans provoquer pour autant un clivage psychique. Force est donc d'admettre que d'autres conditions sont encore requises pour amener une dissociation. J'accorde volontiers que l'hypothèse du refoulement constitue non pas le terme, mais bien le début d'une théorie psychologique. Mais nous ne pouvons progresser que pas à pas, et il faut nous laisser le temps d'approfondir notre idée. Qu'on se garde aussi d'essayer d'interpréter le cas de la jeune fille de Breuer à l'aide de la théorie du refoulement. L'histoire de cette malade ne s'y prête pas, car les données en ont été obtenues par l'influence hypnotique. Ce n'est qu'en écartant l'hypnose que l'on peut constater les résistances et les refoulements, et se former une représentation exacte de l'évolution pathogène réelle. Dans l'hypnose, la résistance se voit mal, parce que la porte est ouverte sur l'arrière-fond psychique. Néanmoins, l'hypnose accentue la résistance aux frontières de ce domaine, elle en fait un mur de fortification qui rend le tout inabordable. Le résultat le plus précieux auquel nous avait conduit l'observation de Breuer était la découverte de la relation des symptômes avec les événements pathogènes ou traumatismes psychiques. Comment allons-nous interpréter tout cela du point de vue de la théorie du refoulement ? Au premier abord, on ne voit vraiment pas comment, à partir du refoulement, on peut parvenir à la formation de symptômes. Mais au lieu de me livrer à une déduction théorique compliquée, je vais reprendre ici notre comparaison de tout à l'heure. Il est certain qu'en éloignant le mauvais sujet qui dérangeait la leçon et en plaçant des sentinelles devant la porte, tout n'est pas fini. Il peut très bien arriver que l'expulsé, amer et résolu, provoque encore du désordre. Il n'est plus dans la salle, c'est vrai. On est débarrassé de sa présence, de son rire moqueur, de ses remarques à haute voix. Mais à certains égards, le refoulement est pourtant resté inefficace. Car voilà qu'au dehors, l'expulsé fait un vacarme insupportable. Il crie, donne des coups de poing contre la porte et trouble ainsi la conférence plus que par son attitude précédente. Dans ces conditions, il serait heureux que le président de la réunion, le docteur Stanley Hall, veuille bien assumer le rôle de médiateur et de pacificateur. Il parlementerait avec le personnage récalcitrant, puis il s'adresserait aux auditeurs et leur proposerait de le laisser entrer, prenant sur lui de garantir une meilleure conduite. Nous reposant sur l'autorité du docteur Hall, nous déciderions de supprimer le refoulement, et le calme et la paix renaîtraient. Voilà une image assez juste de la tâche qui incombe aux médecins dans le traitement psychanalytique des névroses. Exprimons-nous maintenant sans image. L'examen d'autres malades hystériques et d'autres névrosés nous conduit à la conviction qu'ils n'ont pas réussi à refouler l'idée à laquelle est lié leur souhait insupportable. Ils l'ont bien chassé de leur conscience et de leur mémoire, et se sont épargnés apparemment une grande somme de déplaisir. Mais le souhait refoulé continue à subsister dans l'inconscient. Il guette une occasion de se manifester, et il réapparaît bientôt à la conscience, mais sous une forme qui le rend méconnaissable. En d'autres termes, l'idée refoulée est remplacée dans la conscience par une autre qui lui sert de substitut, d'ersatz, et à laquelle viendraient s'attacher toutes les impressions de malaise, que l'on croyait avoir écartées par le refoulement. Ce substitut de l'idée refoulée, le symptôme, est protégé contre de nouvelles attaques de la part du moi. Et au lieu d'un court conflit, intervient maintenant une souffrance continuelle. À côté des signes de déformation, le symptôme offre un reste de ressemblance avec l'idée refoulée. Les procédés de formation substitutive se trahissent pendant le traitement psychanalytique du malade. Et il est nécessaire pour la guérison que le symptôme soit ramené par ces mêmes moyens à l'idée refoulée. Si l'on parvient à ramener ce qui est refoulé au conscient, cela suppose que des résistances considérables ont été surmontées. Alors le conflit psychique, né de cette réintégration, et que le malade voulait éviter, peut trouver sous la direction du médecin une meilleure solution que celle du refoulement. Une telle méthode parvient à faire évanouir conflit et névrose. Tantôt, le malade convient qu'il a eu tort de refouler le souhait pathogène, et il accepte totalement ou partiellement ce souhait. Tantôt, le souhait lui-même est dirigé vers un but plus élevé, et pour cette raison, moins sujet à critique. C'est ce que je nomme
la sublimation. Tantôt, on reconnaît qu'il était juste de le rejeter. Mais on remplace le mécanisme automatique, donc insuffisant, du refoulement par un jugement de condamnation morale, rendu avec l'aide des plus hautes instances spirituelles de l'homme. On parvient à sa domination consciente. Pardonnez-moi de ne pas avoir décrit de façon plus claire et plus compréhensible les principaux points de vue de la méthode des traitements appelés maintenant psychanalyse. Les difficultés ne tiennent pas seulement à la nouveauté du sujet. De quelle nature sont les désirs insupportables qui, malgré le refoulement, savent encore se faire entendre du fond de l'inconscient? Dans quelles conditions subjectives ou constitutionnelles le refoulement échoue-t-il et se forme-t-il à un substitut ou symptôme? Nous allons le voir.